les origines de la classe guerrière. Si vous étiez né dans le Japon ancien, bien avant que le mot samouraï ne signifie honneur et discipline, la vie vous aurait semblé fragile, comme une étincelle essayant de survivre dans le vent. La cour impériale de Kyoto paraissait élégante vue de loin, mais au-delà de ses murs, la campagne était en plein chaos. Les bandits régnaient sur les routes, les seigneurs locaux se disputèrent les terres, et ceux qui étaient censés protéger le peuple, les gardes royaux, étaient bien trop éloignés pour s'en soucier. De ce désordre commença à émerger quelque chose, des hommes qui vivaient par l'épée, non pour le palais, mais pour survivre. C'était le commencement de la classe guerrière. Au départ, ils n'avaient rien de noble. C'étaient des combattants à gages, des paysans qui avaient pris les armes quand leurs champs avaient été brûlés, des chasseurs habitués à tuer, des hommes qui juraient fidélité à quiconque pouvait payer ou protéger leurs terres. Le mot samouraï signifiait simplement « servir ». Et c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils servaient de riches propriétaires terriens, appelés daimyo ou seigneurs shoen, qui avaient besoin de bras armés pour garder leur domaine. Ces premiers guerriers n'avaient aucun grand code moral, aucun bushido, aucun sens poétique de l'honneur. Ils étaient simplement le tranchant d'un pays qui avait perdu son ordre. Mais le chaos a une façon bien à lui de façonner les choses. À mesure que les batailles s'éternisaient et que les alliances qui se changeaient, ceux qui survivaient le plus longtemps n'étaient pas seulement les plus forts, c'étaient les plus disciplinés. Ils commencèrent à se regrouper, formant presque de petites armées unies par la loyauté. Les familles devinrent des clans, et les clans commencèrent à se comporter comme de véritables gouvernements, percevant des impôts, imposant des lois et défendant leurs frontières. L'influence de l'empereur diminua tandis que celle de l'épée grandissait. Ce n'était pas une révolution, mais plutôt une éclipse lente, une ombre en recouvrant une autre, jusqu'à ce que la lumière disparaisse du trône. Vers la fin de la période Heian, autour du XIe siècle, deux grandes familles guerrières s'étaient élevées au-dessus des autres, les Taira et les Minamoto. Elles ne se battaient pas seulement pour des terres, elles se battaient pour la légitimité, pour le droit de gouverner le Japon au nom de l'empereur. Leur rivalité ne naquit pas seulement de la haine, mais de l'ambition. Chacune croyait pouvoir rétablir l'ordre, mais grâce à sa propre force, non par décret royal. C'est à ce moment-là que l'idée du guerrier à la fois protecteur et dirigeant prit forme. L'époque des courtisans en soi touchait à sa fin. Celle des armures, de la stratégie et de la loyauté commençait. Pourtant, tout le monde n'était pas prêt à voir ces guerriers comme des nobles. Les classes supérieures les méprisaient, les considérant comme des hommes frustres obsédés par la guerre. Mais il y avait quelque chose de fascinant dans leur courage, une beauté étrange dans leur simplicité. Vivre par l'épée, c'était accepter que la mort ne soit jamais loin. Et dans un pays qui célébrait l'impermanence, la floraison éphémère du cerisier, la lumière d'un coucher de soleil qui s'éteint, cette acceptation prit une dimension presque spirituelle. C'est là que la vie du guerrier commença à signifier plus que la simple violence. Elle devint une manière de vivre avec clarté, concentration et but. Ce ne fut pas un changement immédiat. La transformation d'un mercenaire en gardien discipliné prit des générations. Mais l'évolution était indéniable. La loyauté envers son seigneur devint sacrée. L'entraînement devint un devoir à vie. Et bientôt, un code moral rudimentaire apparut. Respect, courage, retenue. Ces idées allaient un jour devenir le bushido, l'âme du samouraï, mais à cette époque, ce n'était encore que des graines. Quand vous imaginez les premiers samouraïs, ne pensez pas à un épéiste gracieux méditant avant le combat. Imaginez un homme à cheval, son armure rafistolée de vieilles plaques, portant un arc et une épée courbe, fatigué du voyage mais inflexible. Son monde était brutal mais régi par des règles tacites. Il ne se battait pas pour la gloire mais pour l'ordre, dans un pays où tout le reste était incertain. Et c'est ce qui les rendait différents. Ces hommes n'attendaient pas que le monde retrouve sa stabilité. Ils en devinrent la source. Ils étaient des paysans devenus soldats, des soldats devenus chefs, et des chefs qui allaient bientôt défier l'empereur lui-même. La classe guerrière n'a pas été créée par le gouvernement. Elle est née de ses failles. Dans la suite de cette histoire, nous verrons ce qui se passe quand ces mêmes guerriers commencent à comprendre qu'ils peuvent-ils faire plus que servir, ils peuvent y régner. C'est là que commence l'ère des shoguns, et que l'épée devient non seulement une arme, mais un symbole de pouvoir qui façonnera le Japon pendant des siècles. Bushido, la voix du guerrier. Si l'épée du samouraï représentait son corps, le bushido en était l'âme.
Ce code n'a pas été écrit dans un seul livre, ni enseigné dans une école précise. Il a grandi lentement, comme un arbre façonné par des siècles de vent et de guerre. Le mot lui-même signifie « la voix du guerrier ». Mais ce n'était pas seulement une manière de combattre, c'était une manière de vivre. Avant le Bushido, les samouraïs étaient simplement des hommes qui se battaient pour leur seigneur, loyaux certes, mais guidés davantage par le devoir et la survie que par une véritable philosophie. Mais la paix a une façon étrange de pousser les gens à réfléchir. Pendant les longues périodes sans guerre, la classe des guerriers commença à se poser des questions plus profondes. Que signifie vivre par l'épée? Qu'est-ce qui distingue un soldat honorable d'un bandit? Peu à peu, à travers la poésie, la religion et la méditation, les réponses ont commencé à prendre forme. Le Bushido n'est pas né d'une seule idée, il est le fruit d'un mélange. Du shintoïsme, les samouraïs ont tiré la pureté, la loyauté et le respect des ancêtres. Du confucianisme, ils ont adopté le sens du devoir, la conviction que chaque homme a une place juste et qu'il doit l'occuper avec honneur. Et du bouddhisme zen, ils ont appris la sérénité face à la mort. Ensemble, ces croyances ont formé un code silencieux qui guidait chaque décision, chaque bataille et chaque souffle de la vie d'un véritable samouraï. Au cœur du Bushido se trouvait l'honneur, invisible, mais plus lourd que l'armure. Le nom d'un samouraï était son identité. Le perdre était pire que mourir. L'honneur dirigeait chaque choix, chaque combat, chaque instant d'existence. Une autre pierre angulaire du Bushido était la loyauté. Dans un monde gouverné par les alliances changeantes et les trahisons, la loyauté était la seule constante. La vie d'un samouraï appartenait à son seigneur, son daimyo. Même si un ordre semblait cruel ou désespéré, l'obéissance demeurait sacrée. Mais la loyauté ne montait pas toujours vers le haut, elle descendait aussi. Elle signifiait protéger ceux qui étaient sous ta responsabilité, les paysans, les familles, tous ceux qui dépendaient de ton épée. La vraie loyauté n'était pas aveugle, elle était empreinte de compassion. Le devoir du guerrier était de servir avec force et miséricorde. Le courage venait naturellement après cela. Pas le courage bruyant ou téméraire, mais celui silencieux, qui pousse à affronter ce que les autres fuient, la défaite, le déshonneur, même la mort. La méditation zen aidait à cultiver cette tranquillité. Les samouraïs apprenaient à accepter l'impermanence, à voir la vie comme un instant fugace, tel un pétale de cerisier emporté par le vent. Ils s'entraînaient à rester calmes dans le chaos, à agir sans hésitation. Combattre sans craindre la mort n'était pas de la folie, c'était la vraie liberté. Puis venait la droiture, ou la justice morale, l'épine dorsale du Bushido. Il ne s'agissait pas d'être bon au sens simple du terme, mais de faire ce qui est juste, même si cela fait mal. Le samouraï devait se juger lui-même avant de juger les autres, maîtriser ses émotions avant de gouverner une province. La maîtrise de soi était considérée comme la marque de la vraie force. Après tout, l'épée n'était noble que si la main qui la tenait l'était aussi. Ce qui est fascinant, c'est que le Bushido n'a été mis par écrit que bien après avoir été vécu. Il existait dans l'ère des dojos, dans la façon dont les maîtres formaient leurs disciples, dans les décisions prises en silence avant l'aube. Il ne s'agissait pas de suivre des règles, mais d'incarner des valeurs si profondément qu'elles devenaient instinctives. Bien sûr, tous les samouraïs ne vivaient pas selon ces principes. Certains étaient cruels, d'autres corrompus ou hypocrites. Mais le Bushido restait l'idéal, la boussole qui pointait vers la meilleure version de ce qu'un guerrier pouvait être. Même durant les temps de paix et de décadence, quand les épées n'étaient en les plus que symboliques, le code a perduré. Il n'était plus seulement question de bataille, mais d'intégrité, de discipline et de respect. Au fil des siècles, le Bushido s'est imprégné dans l'identité même du Japon. Il a façonné l'art, la littérature et le leadership. Même dans le Japon moderne, on en entend encore l'écho. Dans la précision des artisans, le dévouement des travailleurs et la fierté discrète d'accomplir son devoir. Ce n'est plus une affaire d'épée, mais l'esprit, lui, demeure. Le Bushido enseignait que la véritable force ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. C'est vivre avec une honnêteté et une intention telle que, même lorsque la lame s'émousse et que la guerre s'achève, ton esprit reste affûté. Et à mesure que l'histoire des samouraïs se poursuit, le Bushido devient plus qu'un simple code guerrier. Il devient l'âme d'une nation tout entière, transmise bien après que les batailles se soient tues. Le zen et le sabre. Avez-vous déjà remarqué à quel point un samouraï semble calme, même au cœur du chaos? Ce calme, cette étrange paix face au danger,
ne venait pas seulement de l'entraînement, il venait du zen. On pourrait dire que le zen et le sabre étaient les deux tranchants d'une même lame. L'un coupait l'ennemi, l'autre tranchait l'illusion. Au cœur du monde des samouraïs, le combat ne reposait pas seulement sur la force ou la technique, il dépendait de la clarté d'esprit. Un vrai guerrier ne pouvait se permettre ni hésitation, ni peur, ni distraction. C'est là que le zen entra en jeu. Les enseignements du bouddhisme zen, arrivés de Chine au Japon pendant la période de Kamakura, trouvèrent un public attentif parmi la classe guerrière. Ces hommes vivaient dans un monde où la mort était toujours proche, sur le champ de bataille, dans les intrigues politiques ou au gré du caprice d'un seigneur. Le zen leur offrait quelque chose de précieux, une manière d'accepter l'impermanence sans crainte. Le zen enseignait que la vie et la mort ne sont pas des opposés, mais deux courants d'un même flux. Le samouraï apprenait à agir sans s'attacher, à frapper sans douter, et à faire face à la mort sans regret. Cela peut sembler poétique, mais c'était aussi d'une logique implacable. Dans un combat, un simple battement de cœur d'hésitation pouvait être fatal. La méditation zen, le zazen, aidait à vider l'esprit jusqu'à ce que l'action devienne instinct pur. Pas de pensée, pas de peur, juste la présence. Beaucoup de samouraïs pratiquèrent le zen, non pas dans les temples, mais dans leur vie quotidienne. Le son de la lame qu'on dégaine, le rythme de la respiration, l'immobilité avant le coup, tout cela devenait des formes de méditation. Même le simple fait de nettoyer une épée ou d'ajuster une armure pouvait être fait avec pleine conscience. Le but n'était pas la perfection, mais la conscience, l'attention totale à l'instant. C'est cela qui transformait le sabre en plus qu'une arme. Il devenait un miroir reflétant l'état d'esprit du guerrier. Les maîtres zen enseignaient souvent par des paradoxes ou des énigmes appelées koan. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? Ce genre de questions n'était pas fait pour être résolu par la logique, mais pour libérer l'esprit de la pensée rationnelle. Pour un samouraï, cela développait un état appelé mushin, l'esprit sans pensée. Dans le mushin, le guerrier agit sans le poids de l'émotion ni de la réflexion, se mouvant aussi naturellement que le vent ou l'eau. C'est la même idée qu'évoquent encore aujourd'hui les arts martiaux. Ne pense pas, agis. Le zen transforma aussi la manière dont les samouraïs voyaient la mort. Plutôt que de la craindre, ils l'acceptaient comme une partie du chemin. On le voit dans les poèmes de mort que beaucoup écrivaient avant la bataille. Des vers calmes et méditatifs sur la nature, l'impermanence et le détachement. Imaginez affronter le danger avec assez de paix intérieure pour écrire de la poésie sur les feuilles qui tombent. Voilà l'esprit du zen. Et ce lien ne resta pas cantonné au temple ou au champ d'entraînement. Il s'infiltra dans l'art, dans les traits du pinceau de la calligraphie, dans les motifs des jardins de pierre, dans les rituels silencieux de la cérémonie du thé. Même ces pratiques délicates portèrent la même discipline, le même silence intérieur que l'art du sabre. Les samouraïs apprirent que le sabre et le pinceau étaient deux outils pour exprimer l'esprit. On imagine souvent les samouraïs comme des guerriers stoïques enfermés dans l'acier, mais leur vraie force venait de quelque chose d'invisible, l'équilibre intérieur entre le mouvement et la quiétude. Quand le sabre brillait, ce n'était ni la colère ni l'ambition qui le guidaient, mais la clarté. Alors, la prochaine fois que vous imaginez un samouraï debout sous les cerisiers en fleurs, ou marchant vers la bataille sous un ciel gris, souvenez-vous, ce calme n'est pas vide, il est plein de conscience. Le zen leur apprenait que la victoire ne consistait pas toujours à vaincre l'ennemi. Parfois, elle consistait à se maîtriser soi-même. C'était là l'harmonie secrète du zen et du sabre, deux chemins menant à une même vérité, la tranquillité dans le mouvement, la paix au cœur de la guerre. Les femmes de la classe samouraï. Quand on imagine un samouraï, on pense souvent à un homme en armure, l'épée scintillant, faisant face au vent. Mais derrière ces guerriers, et parfois à leur côté, se tenaient des femmes dont la force était tout aussi profonde, même si l'histoire a souvent murmuré leur nom au lieu de les crier. Les femmes de la classe samouraï vivaient dans un monde fondé sur la loyauté, l'honneur et la retenue, et elles portaient ce fardeau avec une grâce silencieuse et inébranlable. À première vue, on pourrait croire que les femmes samouraïs vivaient dans l'ombre de leur mari ou de leur père, mais leur univers n'était pas celui de la soumission, c'était celui d'un pouvoir silencieux. De la période Heian jusqu'au shogunat Tokugawa, les femmes de la classe guerrière furent élevées selon les mêmes idéaux fondamentaux que les hommes, la discipline, le courage et le devoir envers la famille et le clan. Leurs armes étaient souvent différentes, mais leur esprit n'en était pas moins farouche. Beaucoup de femmes samouraïs apprenaient
très jeunes les arts martiaux, en particulier le maniement du naginata, une longue arme d'ast à lame courbe. Ce n'était pas qu'un symbole. En temps de guerre, quand les hommes partaient au combat, les femmes défendèrent le foyer. Châteaux, villages et même temples virent des femmes combattre avec calme et précision. On les appelait Onna Bigeisha, des guerrières, et certaines d'entre elles devinrent des légendes. Un nom résonne encore à travers les siècles, Tomoe Gozen. Elle combattit pendant la guerre de Genpei à la fin du XIIe siècle, une véritable guerrière, cuirassée et intrépide. Les chroniques la décrivent comme forte, belle et imbattable à l'épée comme à l'arc. Elle combattait sous les ordres de Minamoto no Yoshinaka, menant des hommes au combat alors que la plupart des femmes étaient confinées aux coulisses. Son courage devint un symbole, la preuve que le Bushido n'était pas réservé aux hommes. Mais dans le monde des samouraïs, la force ne venait pas toujours de la lame. Beaucoup de femmes marquèrent l'histoire par leur intelligence, leur patience et leur sens politique. Les épouses de samouraïs gérèrent des foyers qui fonctionnaient comme de petits gouvernements, supervisant les finances, les serviteurs et l'éducation des enfants. Elles préservaient l'honneur de la famille en temps de paix et le protégeaient en période de crise. Une seule erreur pouvait ternir la réputation d'un clan. Alors la maîtrise de soi et l'esprit stratégique étaient aussi essentiels que l'entraînement au combat. Prenons Hojo Masako, par exemple, l'épouse de Minamoto no Yoritomo, le premier shogun du shogunat de Kamakura. Après la mort de son mari, elle ne disparut pas dans l'ombre. Elle devint une force politique à part entière, gagnant le surnom de non-shogun, après avoir pris les vœux monastiques, tout en continuant à diriger le Japon dans les coulisses. Ses paroles avaient du poids auprès des seigneurs samouraïs, qui la craignaient autant qu'ils la respectaient. Pourtant, la vie des femmes samouraïs n'avait rien de romantique. Le devoir passait avant les émotions. Les mariages étaient arrangés pour sceller des alliances, non pour l'amour. Beaucoup vivaient, en sachant que leur mari ne reviendrait peut-être jamais de la guerre. D'autres, devenues veuves ou déshonorées, entrèrent dans des couvents et consacrèrent leur vie à la prière et à la méditation. Et malgré tout, elles trouvaient des espaces de liberté, dans la poésie, la cérémonie du thé ou dans l'éducation de la prochaine génération de guerriers. Elles étaient elles aussi des maîtresses du Bushido, transmettant ces valeurs à leurs fils et à leurs filles. Leurs leçons ne portaient pas sur la manière de manier une épée, mais sur la manière de la porter, avec humilité, détermination et force intérieure. Sous la période Edo, lorsque la paix imposée par le shogunat Tokugawa adoucit la vie guerrière, les femmes samouraïs devinrent des gardiennes de la culture plutôt que des champs de bataille. Elles se tournèrent vers le raffinement, la calligraphie, la poésie, l'étiquette. Mais sous les couches de soie et les gestes mesurés, l'ancien esprit guerrier continuait de brûler, silencieusement. Elles ne brandissaient peut-être plus leur naginata, mais elles en connaissaient toujours le poids. Alors, quand on parle des samouraïs, il ne faut pas imaginer un monde uniquement d'hommes. Le foyer samouraï était un équilibre entre la lame et le cœur. Les hommes combattaient toutes les guerres du dehors, les femmes celles du dedans, la bataille pour préserver la dignité, l'harmonie et l'héritage. Au fond, les femmes de la classe samouraï furent la colonne invisible de toute une époque, des guerrières à leur manière, forgées par le même code du Bushido. Elles ne vivaient pas dans l'ombre de l'épée, elles en faisaient partie intégrante, elles en étaient l'âme. Les invasions mongoles, l'épreuve de feu du Japon. Imagine-toi debout sur une plage froide du nord de Kyushu, en l'an 1274. L'air sent le sel et la fumée, et au loin, au-delà des vagues sombres, tu les vois. Des centaines de navires s'offrent à l'horizon, leurs voiles noires se découpant contre le ciel. Cela devait ressembler à la fin du monde. Le Japon n'avait jamais affronté pareille menace, une invasion venue du puissant empire mongol. Pour la première fois, l'archipel allait être mis à l'épreuve, non seulement par la guerre, mais par la survie elle-même. À cette époque, les Mongols dominaient une grande partie du monde connu. Sous Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan, leur empire s'étendait de la Chine jusqu'au Moyen-Orient. Après avoir conquis la Corée, Kublai tourna son regard vers le Japon. Il envoya des lettres exigeant que les Japonais se soumettent et deviennent un État tributaire de l'empire mongol. Mais, fidèles à leur fierté de samouraï, le shogunat refusa de plier. Pendant des années, ils ignorèrent ces demandes, jusqu'à ce que Kublai perde patience. En novembre de l'an 1274, la première flotte d'invasion mongole, environ 900 navires transportant près de 30 000 hommes, accosta sur les côtes japonaises. Les samouraïs,
habitués aux duels individuels, se retrouvèrent face à un ennemi très différent. Des formations disciplinées, des bombes à poudre qui explosaient et des pluies incessantes de flèches. L'affrontement fut d'une brutalité inouïe. Les Mongols ne combattèrent pas comme les Japonais. Pas de duel d'honneur, pas de pause, seulement un déferlement de violence organisée. Les samouraïs se battirent avec courage, mais ils étaient dépassés en nombre et en puissance. Et alors que tout semblait perdu, le destin intervint. Une violente tempête s'abattit sur la flotte mongole cette nuit-là, détruisant de nombreux navires et forçant les survivants à battre en retraite. Les Japonais y virent un signe divin, un kamikaze, ou vent divin, venu protéger leur terre. Mais ce n'était pas fini. 7 ans plus tard, en l'an 1281, Kublai Khan tenta à nouveau, cette fois avec une armée encore plus immense, peut-être 140 000 hommes répartis sur 4 000 navires, l'une des plus grandes invasions navales de toute l'histoire. Les Japonais, cette fois, étaient prêts. Ils avaient appris de la première attaque. Le long des côtes, ils construisirent des murs et des fortifications, se préparant à l'inévitable retour de l'ennemi. Quand les Mongols arrivèrent, ils trouvèrent un Japon uni, organisé et résolu à se défendre. Les combats durèrent des semaines. Les samouraïs menaient des raids nocturnes audacieux, montant à bord des navires mongols sous le couvert de la nuit. Leur bravoure était indéniable, mais les forces ennemies restaient écrasantes. Et pourtant, une fois encore, la nature prit parti. Un second typhon colossal frappa la flotte mongole. Les navires se brisèrent, les uns contre les autres et contre les rochers. Les hommes se noyèrent dans la mer déchaînée, et seule une infime partie de l'armée d'invasion parvint à s'enfuir. Les Japonais attribuèrent leur salut à ces vents et ces tempêtes. Le mot kamikaze devint sacré, un symbole de protection et de résilience. Mais derrière cette gloire se cachait une réalité plus amère. Les samouraïs avaient combattu avec héroïsme, mais il n'y avait ni nouvelle terre ni richesse à conquérir. L'ennemi était venu puis reparti, ne laissant rien à gagner. Beaucoup de guerriers restèrent sans récompense, frustrés et ruinés, ce qui fragilisa peu à peu le shogunat de Kamakura. Les invasions mongoles transformèrent aussi la manière dont le Japon se percevait lui-même. L'idée d'une survie miraculeuse renforça le sentiment d'identité nationale, la conviction que le Japon était une terre bénie, protégée contre les plus puissants empires. Le courage des samouraïs devint un symbole de loyauté et de résistance. Mais ces événements révélèrent aussi les failles du système politique, annonçant les crises futures qui finiraient par renverser le gouvernement de Kamakura. Avec le recul, les invasions mongoles furent bien plus qu'un simple épisode militaire. Ce fut une épreuve d'endurance. Le Japon s'était tenu debout face à l'empire le plus puissant que le monde ait connu, et il avait survécu, non par la conquête, mais par la résilience. Les tempêtes qui l'avaient sauvé devinrent bien plus qu'un phénomène naturel. Elles devinrent une part de l'âme du pays. Un rappel que parfois, la survie elle-même est la plus grande des victoires. Ce fut l'épreuve de feu du Japon, là où l'acier rencontra la tempête, et où la persévérance affronta l'empire. Et des décombres de cette lutte naquit une nouvelle forme de force, le Sengoku Jidai, l'ère des États en guerre. Imagine un pays déchiré, où chaque colline, chaque château, chaque vallée est dirigé par un seigneur de guerre différent, rêvant tous de la même chose, unir la terre sous leur bannière. C'était le Japon pendant le Sengoku Jidai, l'âge des États en guerre. Un siècle et demi de chaos, d'ambition et de luttes incessantes, une époque où la loyauté pouvait changer du jour au lendemain et où la paix n'était qu'une rumeur portée par le vent. La période Sengoku commença au milieu du XVe siècle, juste après l'effondrement de l'autorité du shogunat Ashikaga. La Grande Guerre civile, connue sous le nom de guerre d'Onin, avait laissé Kyoto en ruine, emportant avec elle les derniers vestiges du pouvoir central. L'empereur n'avait plus de pouvoir réel, le shogun n'était qu'une marionnette. Et le pays se fragmenta en dizaines de domaines indépendants, dirigés par des daimyo, des seigneurs régionaux disposant de leurs propres armées, forteresses et ambitions. Chaque daimyo nourrissait le même rêve, devenir celui qui unifierait enfin le Japon. Mais il ne pouvait y avoir qu'un seul maître, et cela signifiait une guerre constante. Les alliances se faisaient et se brisaient plus vite que les saisons. Des frères trahissaient leurs frères. Des clans qui avaient partagé des siècles d'histoire s'affrontèrent désormais sur le champ de bataille. C'était un monde où la survie exigeait de ne jamais faire une confiance totale et de toujours garder son épée affûtée. Le Sengoku Jidai fut brutal, certes, mais aussi une ère de transformation.
Ces guerres sans fin forcèrent le Japon à évoluer. Les châteaux, autrefois faits de bois et de papier, devinrent d'imposantes forteresses de pierre dominant les paysages. Les armées grandirent, intégrant les paysans soldats, les ashigaru, aux côtés des samouraïs. Les anciens duels d'honneur laissèrent place à des batailles massives, menées avec stratégie, discipline et technologie nouvelle. Les armes à feu, introduites par les marchands portugais dans les années 1540, changèrent tout. Le Tanegashima, premier mousquet japonais, obligea même les plus nobles samouraïs à repenser la notion de combat. Dans les siècles précédents, la bataille avait été aussi une question d'honneur que de victoire. Mais à l'époque Sengoku, c'était l'efficacité qui comptait. Un simple paysan armé d'un fusil pouvait abattre un noble maniant l'épée. Cette réalité bouleversa toute la classe guerrière. Et pourtant, au milieu de toute cette violence, la culture ne disparut pas, elle s'adapta. La cérémonie du thé devint un refuge paisible pour les seigneurs de guerre, un instant de calme au cœur du tumulte. Les jardins zen, la poésie et l'art continuèrent de fleurir, souvent à l'intérieur même des châteaux où se tramaient les stratégies militaires. La beauté et la brutalité coexistaient, le pinceau et l'épée à nouveau liés. Certains noms de cette époque résonnent encore comme le tonnerre à travers l'histoire. Takeda Shingen, le stratège de génie surnommé le Tigre de Kai. Uesugi Kenshin, son rival, fier, honorable et tout aussi rusé. Les deux s'affrontèrent lors de 5 batailles légendaires sur les plaines de Kawanakajima, chacune considérée comme une œuvre de stratégie et de courage. Puis vint Oda Nobunaga, un homme qui changea tout. Impitoyable, visionnaire et intrépide, Nobunaga entreprit de réunifier le Japon en écrasant ses rivaux un à un. Mais son ascension et sa chute appartiennent à un autre chapitre de cette histoire. Pour l'instant, ce qui importe, c'est de comprendre ce qu'était vraiment le Sengoku Jidai. Ce n'était pas une guerre pour la guerre, c'était une épreuve de leadership, d'innovation et d'endurance. Le vieux monde des lignées nobles et du pouvoir hérité s'effondrait. À sa place, un nouveau Japon voyait le jour, un Japon où le mérite, la stratégie et la volonté pouvaient élever un homme de l'ombre jusqu'à la grandeur. Mais cette ascension eut un prix. Des villages entiers disparurent, des familles furent brisées, et les champs restèrent stériles à cause des campagnes interminables. Le peuple, pris entre les seigneurs rivaux, souffrait en silence, ne survivant que grâce à l'espoir qu'un jour, quelqu'un, n'importe qui, ramènerait la paix. Ainsi, le Sengoku Jidai devint à la fois une légende et un avertissement, le rappel de ce qui arrive quand l'ambition dépasse l'unité, quand les épées parlent plus fort que les mots. Et pourtant, de ces flammes naquirent les fondations du Japon moderne, trempées dans le sang, forgées par le chaos et prêtes à accueillir les dirigeants qui mettraient enfin fin à la tempête. Ce fut le creuset du Japon, l'âge des États en guerre, où chaque victoire portait l'écho de 1000 pertes et où le rêve de paix se payait en acier. Oda Nobunaga, le roi démon qui unifia le Japon. Au cœur du chaos sanglant du Japon, une époque où la loyauté valait peu et où la mort était courante, un homme s'éleva, refusant de jouer selon les règles des autres. Son nom était Oda Nobunaga, et pour ses ennemis, c'était un monstre, impitoyable, imprévisible et impossible à arrêter. Mais pour l'histoire, il devint bien plus que cela, l'homme qui commença à unifier le Japon après un siècle de guerre. Lorsque Nobunaga naquit en l'an 1534, le Japon était en miettes. Chaque daimyo se battait pour dominer les autres, et le shogunat Ashikaga n'était plus qu'un nom sans pouvoir. Le clan de Nobunaga, les Oda, ne contrôlait qu'un modeste domaine dans la province d'Owari, pas vraiment l'endroit où l'on s'attendrait à voir naître un unificateur. Dès sa jeunesse, il était jugé étrange, insolent, impulsif et irrespectueux des rigides traditions samouraïs. On le surnommait Owari no Utsuke, le fou d'Owari. Mais derrière ce comportement sauvage se cachait un esprit qui voyait le monde autrement, et plus clairement que les autres. Dès le début, Nobunaga comprit une chose que beaucoup de samouraïs refusèrent d'admettre. L'époque de l'ancien honneur était révolue. Pour survivre à l'ère du Sengoku Jidai, il fallait penser non pas comme un noble, mais comme un stratège. Il modernisa son armée, misant sur la discipline et la puissance de feu plutôt que sur les rituels et la fierté. Lorsqu'il affronta le clan Imagawa à la bataille d'Okeazama, en l'an 1560, il était en infériorité numérique, presque 10 contre 1. Pourtant, il attaqua avec audace pendant une tempête, surprenant l'ennemi et écrasant une armée qui aurait dû le détruire. Ce fut une victoire qui changea le cours du destin.
À partir de là, Nobunaga avança comme un incendie. Il conquit les provinces voisines avec une précision redoutable, rompant les alliances aussi vite qu'il les formait. Il n'était lié à aucune règle traditionnelle de guerre ou de diplomatie. Si la trahison pouvait lui apporter la victoire, il n'hésitait pas. Et ses ennemis apprirent vite que la pitié ne faisait pas partie de sa nature. Il brûla les temples qui lui résistaient, exécuta les seigneurs rivaux et exigea une loyauté absolue de ses partisans. C'est ainsi qu'il gagna son surnom redouté, Dairoku Tenmao, le roi démon du sixième ciel. C'était censé être une insulte, mais Nobunaga la porta comme une armure. Ce qui le distinguait pourtant n'était pas seulement sa brutalité, mais sa vision. Il ne cherchait pas seulement le pouvoir, il voulait transformer le Japon. Nobunaga brisa les barrières rigides des classes sociales qui avaient figé le pays pendant des siècles. Il promut les hommes selon leurs talents et non leur naissance. Forgerons, marchands, voire anciens paysans pouvaient gravir les rangs s'ils prouvaient leur valeur. Il introduisit de nouveaux systèmes économiques, stabilisa le commerce et ouvrit les ports japonais aux marchands étrangers, notamment portugais, apportant avec eux de nouvelles armes et de nouvelles idées. Il était aussi fasciné par les innovations occidentales, les armes à feu, les horloges, les cartes et même le christianisme. Les missionnaires jésuites furent autorisés à prêcher sur ces terres, en partie parce que Nobunaga les voyait comme des alliés utiles contre les puissants temples bouddhistes qui s'opposaient à lui. Pour lui, la religion n'était qu'un autre pion sur l'échiquier, un outil à utiliser ou à détruire selon ce qui servait sa vision de l'unité. Mais malgré son génie, Nobunaga n'était pas invincible. Son plus grand ennemi fut toujours sa propre nature, ce feu intérieur qui brûlait trop fort pour durer. Il faisait confiance à peu de gens, et même ceux qui le servaient avec loyauté le craignaient profondément. Pourtant, son pouvoir ne cessa de croître. Vers la fin des années 1570, il contrôlait la majeure partie du centre du Japon. Kyoto était sous son autorité, le shogunat Ashikaga s'était effondré, et pour la première fois depuis plus d'un siècle, l'unité du pays semblait à portée de main. Puis vint la trahison. En l'an 1582, l'un de ses propres généraux, Akechi Mitsuhide, se retourna contre lui. Nobunaga se reposait au temple Honnoji, à Kyoto, lorsque les forces de Mitsuhide l'encerclèrent. Pris au piège et dépassé en nombre, l'homme qui avait conquis la moitié du Japon choisit de mourir de sa propre main, mettant le feu au temple autour de lui. Il n'avait que 47 ans. Nobunaga ne vit jamais son rêve s'accomplir, mais il en posa les fondations. Après sa mort, son fidèle général Toyotomi Hideyoshi poursuivit sa mission, suivi de Tokugawa Ieyasu, qui apporterait enfin une paix durable. L'héritage d'Oda Nobunaga est une contradiction vivante. Il fut à la fois destructeur et bâtisseur, un homme de vision et de violence, de cruauté et de progrès. Il mit fin à l'ancien Japon, non par la diplomatie, mais par le feu, ouvrant la voie à une ère nouvelle. Il disait un jour « Le monde n'est pas mu par les faibles ». Et en fin de compte, le monde se déplaça pour lui. Le roi démon du Japon ne conquit pas seulement des terres, il conquit une époque. Toyotomi Hideyoshi, le roturier, devenu souverain. Dans un monde gouverné par le sang des samouraïs et la noblesse de naissance, Toyotomi Hideyoshi aurait dû rester invisible. Un paysan sans nom, servant le thé aux guerriers. Mais le destin, l'ambition et le génie en décidèrent autrement. Des cendres laissées par la mort d'Oda Nobunaga, surgit cet homme improbable qui allait achever le rêve de son maître, l'unification du Japon. Son parcours est l'une des ascensions les plus stupéfiantes de toute l'histoire humaine, celle d'un serviteur pieds nus devenu maître d'un empire. Hideyoshi naquit en 1537 dans un petit village près de Nagoya, fils d'un paysan et soldat de Baran. Il n'avait ni nom de famille, ni terre, ni avenir. Dans le monde brutal du Sengoku Jidai, les gens comme lui n'étaient pas censés compter. Et pourtant, dès l'enfance, il se montra rusé, observateur et incroyablement ambitieux. Il quitta son foyer et trouva du travail auprès d'Oda Nobunaga. D'abord comme serviteur, puis comme soldat, avant de devenir l'un de ses généraux les plus fiables. Il n'était ni grand, ni fort, ni noble, mais il possédait quelque chose de bien plus redoutable, l'adaptabilité. Hideyoshi observa chaque geste de Nobunaga, son audace, sa cruauté, sa vision. Là où Nobunaga dirigeait par la peur, Hideyoshi régnait par la persuasion. Il savait charmer, soudoyer et surpasser ses ennemis, transformant les rivaux en alliés
et les conflits en opportunités. Ses hommes le surnommaient Saru, le singe, pour son énergie et sa vivacité. Mais derrière les moqueries se cachait un profond respect. Ses stratégies étaient brillantes, sa loyauté envers Nobunaga absolue, jusqu'au jour où le destin l'obligea à prendre les devants. Lorsque Nobunaga fut trahi et contraint de se faire seppuku au temple Honnoji, en 1582, le Japon replongea dans le chaos. Beaucoup pensaient que le clan Oda allait s'effondrer. Mais Hideyoshi agit plus vite que quiconque. En quelques jours, il traqua Akechi Mitsuhide, le traître qui avait tué son seigneur, et le vainquit à la bataille de Yamazaki. Puis, grâce à un mélange de diplomatie et de ruse, il prit le contrôle des armées de Nobunaga et poursuivit la campagne d'unification sous son propre nom. Ce n'était pas un guerrier de force brute, mais d'intelligence pure. Il préférait les sièges aux batailles rangées, la manipulation à la boucherie. Lors du siège du château de Takamatsu, il ne l'attaqua pas, il l'inonda, brisant la volonté de ses ennemis sans gaspiller d'hommes. Face à des rivaux obstinés, il proposait des alliances par mariage, des récompenses ou une clémence calculée. Et lorsque la clémence échouait, il savait se montrer impitoyable. En 1590, Hideyoshi avait accompli ce que nul n'avait réussi depuis des siècles. Il avait rassemblé presque tout le Japon sous une seule autorité. Les grands seigneurs plièrent le genou, et le long cauchemar des provinces en guerre prit fin. Pour la première fois depuis un siècle, la paix régnait. Mais un nouveau défi se présenta, la légitimité. Hideyoshi n'était pas de sang noble et ne pouvait revendiquer le titre de shogun. Alors il se réinventa complètement. L'empereur lui accorda le titre de Kampaku, régent impérial, puis plus tard celui de Taiko, régent retiré. Hideyoshi était passé du rang de paysan à celui de souverain, sans jamais prétendre être un samouraï. Sous sa façade calme brûlait une ambition toujours plus vive. Il fit construire des châteaux somptueux, dont le plus célèbre, le château d'Osaka, forteresse d'or et de pierre symbolisant son pouvoir absolu. Il réorganisa la société en divisant la population en classes strictes, samouraïs, paysans, artisans et marchands. Ironie du sort, il s'assura que plus jamais personne ne pourrait s'élever comme lui. Mais la paix ne lui suffit pas. Hideyoshi rêva bientôt de conquérir des terres étrangères. En 1592, il lança une invasion de la Corée, espérant l'utiliser comme tremplin vers la Chine. Ce fut une campagne colossale et coûteuse qui épuisa l'unité du pays et vida ses armées. Lorsque sa santé déclina, son rêve s'effondra avec lui. Dans ces dernières années, Hideyoshi se concentra sur son héritage. Il n'avait pas d'héritier adulte, seulement un jeune fils nommé Hideyori. Il craignait qu'après sa mort, les hommes ambitieux ne se disputent ce qu'il avait bâti. Sur son lit de mort, en 1598, il laissa un conseil de généraux de confiance pour protéger son fils et préserver la paix. Mais le pouvoir ne reste jamais immobile. Hideyoshi mourut en souverain d'un Japon unifié, un homme parti de rien pour atteindre le sommet. Pourtant, quelques années plus tard, son empire vacilla de nouveau, alors que Tokugawa Ieyasu, l'un de ses anciens alliés, se préparait à prendre le contrôle. Malgré tout, l'histoire de Hideyoshi demeure l'une des plus extraordinaires du monde. Il s'éleva non par le sang, mais par le génie, maître de la stratégie, de la politique et de la nature humaine. Pour l'élite samouraï, il fut la preuve que l'ordre ancien pouvait être brisé. Pour le peuple, il incarna le possible. Toyotomi Hideyoshi, le roturier devenu souverain, ne fit pas que réunifier le Japon. Il redéfinit le sens du pouvoir, prouvant que la grandeur peut naître des origines les plus modestes. Bushido raffiné, l'honneur en temps de paix. Pendant des siècles, le Bushido, la voie du guerrier, s'était défini par la guerre. Le courage, la loyauté et l'honneur se prouvaient sur le champ de bataille, là où la vie et la mort ne tenaient qu'à un fil d'acier. Mais lorsque le Japon entra dans la période Edo et que les samouraïs ne furent déjà plus nécessaires pour combattre sans cesse, le Bushido commença à évoluer. Il ne s'agissait plus de tuer, mais de vivre avec droiture, de transformer le code du guerrier en philosophie morale, en art de mener une vie honorable dans un monde en paix. Imaginez un samouraï dans une paisible ville fortifiée. Ses journées ne sont plus rythmées par les charges et les batailles, mais par la gestion des terres, la collecte des impôts ou la formation des apprentis. L'épée pend toujours à son côté, mais elle est désormais un symbole plus qu'une arme. Le défi n'est plus de vaincre un ennemi, mais de se maîtriser soi-même.
Comment agir avec intégrité lorsque le seul adversaire est son propre orgueil, son ambition ou sa paresse? C'est là que le Bushido se transforma. Dans cette nouvelle ère, la loyauté resta au cœur du code. Les samouraïs servaient leur seigneur avec fidélité, non par peur de mourir au combat, mais parce que l'ordre social reposait sur leur discipline. Le courage devint patience. L'honneur prit la forme de l'honnêteté, de la retenue et du travail bien fait. Les samouraïs étaient désormais tenus d'incarner la vertu dans la vie quotidienne, non par des exploits guerriers, mais par la droiture de leur conduite. L'éducation prit alors une importance nouvelle. Les samouraïs étudiaient la littérature, la philosophie et les arts. Lire des poèmes, tracer des calligraphies ou pratiquer la cérémonie du thé devint un exercice de discipline, de réflexion et de raffinement. Le bouddhisme zen influença profondément ces pratiques, enseignant la méditation, la concentration et l'acceptation de l'impermanence. L'objectif n'était plus seulement d'aiguiser l'épée, mais aussi l'esprit, prouver que la véritable force d'un guerrier résidait dans l'équilibre. Même les rituels liés à la mort et à la loyauté perdurèrent, mais sous une autre forme. L'histoire célèbre des 47 Ronin qui vengèrent la mort de leur seigneur devint un exemple moral du Bushido. Leur acte n'était pas un exploit de guerre, mais l'accomplissement patient et discipliné du devoir en temps de paix. Ces récits transformèrent le Bushido en boussole culturelle, inspirant non seulement les guerriers, mais aussi les citoyens ordinaires à vivre avec honneur. Le Bushido en temps de paix exigeait aussi de la retenue. La richesse, le confort et le pouvoir tentèrent les samouraïs d'oublier leurs idéaux. Certains succombèrent à la dette ou à la corruption. Le code n'était plus imposé par la peur de mourir au combat, mais par la maîtrise de soi. Le véritable honneur devenait invisible, mis à l'épreuve dans les choix privés plutôt que dans les exploits publics. Sur le plan social, le Bushido contribua à la stabilité du pays. La classe samouraï se trouvait au sommet, mais son comportement servait d'exemple. Les marchands et les paysans observèrent leurs manières et imitaient leurs valeurs, loyauté, respect et discipline. Le Bushido devint un fil reliant toute la société, transformant les samouraïs de simples combattants en guides moraux. Mais ce raffinement portait en lui une certaine ironie. Les samouraïs, formés pour la guerre, devinrent peu à peu inaptes à la mener lorsque le danger revint. Quand les navires occidentaux arrivèrent au XIXe siècle, armés de canons et de fusils, les sabres, la discipline et l'honneur ne suffirent plus à protéger le Japon. La paix avait fortifié la société, mais émoussé la lame. Pourtant, cette transformation ne fut pas un échec. Ce fut une évolution. Elle prouva que l'honneur ne se mesure pas seulement au combat, mais dans la manière de vivre chaque jour. Un samouraï pouvait être administrateur, enseignant ou poète, tout en restant fidèle aux idéaux qui jadis l'avaient conduit à se battre. Le courage devint courage moral, la loyauté devint service éthique, et la maîtrise du sabre se transforma en maîtrise de l'esprit. Le Bushido raffiné nous enseigne que l'âme du guerrier ne disparaît pas avec la paix, elle s'y adapte. Dans un monde sans guerre, l'honneur dut trouver de nouveaux champs de bataille, la discipline, l'éducation, le leadership et les décisions silencieuses de la vie quotidienne. Les samouraïs apprirent à manier leur arme la plus puissante non contre les autres, mais contre eux-mêmes. La paix finalement exigeait un courage bien à elle. L'épée comme âme, artisanat, rituel et légende. Quand on pense aux samouraïs, la première image qui vient souvent à l'esprit, c'est celle de l'épée. Pas n'importe laquelle, la katana, courbée, élégante et mortelle. Pour le samouraï, l'épée n'était pas qu'une arme, elle était le prolongement de l'âme, un symbole d'honneur et un objet sacré, forgé à travers des siècles de rituels et de savoir-faire. Chaque lame portait une histoire, et chaque histoire, le poids d'une vie de guerrier. La création d'une épée de samouraï commençait bien avant qu'elle ne voie le champ de bataille. Les maîtres forgerons, appelés katanakaji, considéraient leur travail comme une pratique spirituelle. Le processus de forge consistait à plier l'acier encore et encore, parfois des centaines de fois, pour le purifier et lui donner une résistance exceptionnelle. Le métal n'était pas seulement façonné, il était honoré, chauffé, martelé et refroidi, dans un rythme qui rappelait la discipline même du samouraï. Chaque épée exigeait patience, précision et respect, car une lame était plus qu'un morceau de métal, c'était un être vivant. Après la forge venait le polissage, un art méticuleux qui pouvait durer des semaines. Cette étape révélait le grain de l'acier, ses motifs ondulés appelés hada, qui donnaient à chaque épée une empreinte unique. Une lame devait être tranchante, bien sûr,
mais sa beauté reflétait aussi celle du guerrier qui la porterait. Beaucoup de samouraïs croyaient qu'une épée parfaitement forgée pouvait guider son propriétaire au combat, presque comme si elle possédait un esprit propre. Certains pratiquaient même des rituels pour honorer leur lame, y cherchant force, courage ou protection. La katana était toujours accompagnée d'une épée plus courte, la wakizashi, formant le daisho, les deux lames, longues et courtes, symbole du statut social et de la disponibilité constante du samouraï. Porter le daisho, c'était affirmer « Je suis un samouraï, j'incarne l'honneur, je suis prêt à défendre mon seigneur et mes principes ». Ce n'était pas de la vanité, mais une identité. Perdre son épée, c'était perdre une partie de soi-même. Les légendes racontent que certains samouraïs, exilés ou déchus, emportaient uniquement leur lame, car vivre sans elle était impensable. Les épées portaient aussi des histoires. Beaucoup étaient transmises de génération en génération, nommées et traitées presque comme des membres de la famille. Certaines étaient dites habitées par la mémoire de leurs anciens propriétaires. Les batailles ne se menaient pas seulement avec courage et habileté, mais aussi avec une profonde révérence pour la lame elle-même. On raconte des épées qui ne manquaient jamais leur cible, ou protégeaient leur maître, mêlant ainsi la frontière entre histoire et légende. Les rituels entourant l'épée s'étendaient à la vie du samouraï. Des duels cérémoniels à l'entraînement quotidien, la lame restait au centre de tout. C'était un outil d'honneur, pas simplement une arme de mort. L'utiliser sans respect était honteux. La vénérer, c'était se respecter soi-même. L'entraînement au sabre visait autant à former le caractère qu'à perfectionner la technique. Chaque coup, chaque parade, chaque posture enseignait la patience, la concentration et la maîtrise de soi. Même pendant la période des Do, quand les guerres se firent rares, l'épée conserva sa puissance symbolique. Les samouraïs ne combattaient plus chaque jour, mais leur lame leur rappelait à leur lignée, leurs devoirs et leurs codes. La katana était portée à la cour, exposée dans les maisons, polie chaque jour et traitée avec un respect quasi religieux. Elle reliait le passé au présent, rappelant ce que signifiait être samouraï, même quand le champ de bataille avait disparu. Et lorsque les armes à feu étrangères arrivèrent au XIXe siècle, la relation entre les samouraïs et leur épée changea encore. Les fusils et les canons pouvaient tuer sans honneur ni habileté, mais la katana resta sacrée. Même si son usage pratique déclina, sa valeur spirituelle et culturelle survécut. L'épée devint plus qu'une arme, un symbole d'identité, de courage et de tradition. Pour les samouraïs, l'épée était l'âme. Elle exigeait respect, discipline et soin. Elle portait les récits de batailles livrées, d'honneurs défendus et de vies sacrifiées. Dans chaque courbe, chaque tranchant, chaque fibre d'acier vivait l'essence du guerrier. La katana n'était pas un simple outil. C'était un témoignage de l'esprit éternel du samouraï, un pont entre l'histoire, la légende et le désir humain de laisser une trace qui survive au-delà d'une vie. L'épée n'était pas seulement tenue, elle était comprise, honorée et vécue, car dans le monde des samouraïs, connaître son épée, c'était se connaître soi-même. La restauration de Meiji, la fin de l'ère des samouraïs. Pendant plus de 7 siècles, les samouraïs avaient façonné le Japon. Ils avaient mené des guerres, influencé la politique et bâti une culture fondée sur l'honneur, la loyauté et la discipline. Leurs sabres avaient décidé du destin des empereurs et des royaumes, mais au milieu du XIXe siècle, le monde extérieur avançait plus vite que l'ancienne classe guerrière ne pouvait le suivre. La restauration de Meiji, commencée en l'an 1868, allait balayer des siècles de tradition et mettre fin aux samouraïs en tant que classe dirigeante, changeant à jamais l'identité du Japon. L'histoire commença sous la pression du monde extérieur. En l'an 1853, le commodore Matthew Perry entra dans la baie de Tokyo avec des navires de guerre américains, exigeant que le Japon ouvre ses ports au commerce. Le pays vivait isolé depuis plus de 200 ans sous les politiques strictes du shogunat Tokugawa. Soudain, le monde frappa à sa porte, et les samouraïs, formés pour des guerres internes, faisaient face à un défi qu'ils n'avaient jamais connu. La diplomatie, la technologie et la puissance de feu étrangère rendaient leurs sabres presque inutiles. À l'intérieur du Japon, le mécontentement envers le shogunat Tokugawa grandissait. Beaucoup de samouraïs se sentaient prisonniers d'un ordre social rigide, où leur statut était respecté, mais leur pouvoir affaibli. Les marchands s'enrichissaient, tandis que les pensions des samouraïs stagnaient, laissant les guerriers de rang inférieur endettés. Les jeunes samouraïs ambitieux commencèrent à réclamer le changement.
affirmant que le Japon devait se moderniser ou être dominé par les puissances étrangères. Ces réformateurs devinrent la force motrice derrière la restauration de Meiji. En l'an 1868, la restauration rendit officiellement le pouvoir politique à l'empereur. Le shogun fut renversé et un nouveau gouvernement fut établi à Tokyo, visant à centraliser l'autorité et à moderniser la nation. Pour les samouraïs, ce fut un choc. Leurs privilèges traditionnels, comme le droit de porter le sabre et de recevoir des pensions, furent soudain remis en question. Le gouvernement les encouragea à échanger leurs épées contre des postes administratifs, des fonctions militaires dans une armée moderne ou des indemnités, effaçant peu à peu leur influence de la société. La transition ne fut pas paisible partout. Certains samouraïs résistèrent, refusant d'abandonner leur identité et l'honneur de leur tradition. La révolte la plus célèbre fut celle de Satsuma, en l'an 1877, menée par Saigo Takamori, un samouraï qui avait autrefois soutenu le gouvernement Meiji, mais ne pouvait accepter la disparition de sa caste. Pendant des mois, les rebelles affrontèrent les forces impériales modernisées, armées de fusils, d'artillerie et de tactiques inspirées de l'Occident. Malgré leur bravoure, ils furent vaincus. Saigo Takamori, surnommé « le dernier véritable samouraï », devint le symbole du dernier acte d'une ère révolue. Le gouvernement Meiji poursuivit la modernisation avec vigueur. Une armée nationale de conscrits remplaça les forces menées par les samouraïs. L'éducation, l'industrie et l'administration s'inspirèrent des modèles occidentaux, devenant les nouveaux critères de statut et d'influence. Le katana, autrefois symbole suprême de pouvoir et d'identité, devint un objet cérémoniel ou de collection. L'époque des guerriers porteurs de sabres prit fin, remplacée par celle des soldats armés de fusils et des dirigeants formés à la politique et à la technologie. Pourtant, l'esprit des samouraïs ne disparut pas complètement. Le Bushido, affiné durant la période d'Edo, s'adapta aux nouvelles circonstances. Ses valeurs, loyauté, discipline, honneur et courage, furent intégrées au code militaire moderne et influencèrent même la culture d'entreprise japonaise. Les anciens samouraïs devinrent officiers, enseignants et fonctionnaires, portant leur sens du devoir dans un monde en pleine mutation. Leurs sabres disparurent de la vie quotidienne, mais leurs principes survécurent, discrets et profonds. La restauration de Meiji fut bien plus qu'un changement politique. Ce fut une révolution culturelle. Le Japon se transforma d'une société féodale en un État-nation moderne. Cette transition, douloureuse et conflictuelle, exigea d'immenses sacrifices de la part de ceux qui avaient autrefois dirigé le pays. Mais c'était aussi une histoire d'adaptation remarquable, celle d'un peuple capable d'embrasser la modernité sans renier totalement son âme. Pour les samouraïs, la restauration de Meiji marqua la fin d'un âge. Les sabres qui avaient reforgé l'histoire furent rengainés, les châteaux qui imposaient sur le respect abandonnés, et un nouveau Japon s'éleva sur les fondations de l'industrie, de la diplomatie et du pouvoir centralisé. Pourtant, l'héritage des samouraïs, leur courage, leur discipline et leur sens de l'honneur, continua à façonner la nation bien longtemps après la disparition de leur lame. En fin de compte, les samouraïs ne disparurent pas, ils évoluèrent. L'ère du sabre prit fin, mais l'esprit du guerrier continua de vivre au cœur du Japon, de la cour au champ de bataille. Pendant longtemps, le Japon a été gouverné par la poésie, non par les épées. La cour impériale de Kyoto était le centre de tout, la beauté, l'étiquette, l'art. Les nobles y composaient des poèmes sur la lune, en sirotant du thé dans de délicates porcelaines. Leur monde était raffiné mais fragile. Tandis qu'ils débattaient des couleurs et de la calligraphie, les provinces hors de la capitale s'embrasaient dans les conflits. La parole de l'empereur gardait du poids, mais son influence, elle, s'effaçait. Peu à peu, le pouvoir glissait entre les doigts soyeux de la cour pour tomber dans les mains calleuses des guerriers d'au-delà. Ce basculement ne s'est pas produit lors d'une seule bataille. Il s'est installé au fil des années, à travers de petites rébellions, des impôts impayés et des guerres lointaines que la cour ne savait plus gérer. Les familles nobles de Kyoto s'étaient ramollies, dépendant de fonctionnaires et de gouverneurs pour maintenir la paix dans les campagnes. Mais ces gouverneurs, les Shugo et Kokushi, ont compris une chose essentielle, c'était eux qui détenaient réellement le pouvoir. Ils commandaient des hommes armés, et ces hommes leur obéissaient, non à l'empereur. Bientôt, des clans militaires locaux ont commencé à émerger. Ils étaient dirigés par des familles mêlant nobles et talents guerriers, des gens qui avaient autrefois servi la cour, mais qui désormais se servaient eux-mêmes. Le clan Fujiwara, qui avait contrôlé la cour pendant des siècles grâce à la politique et au mariage,
vit son emprise se relâcher. Leurs riches kimonos et leur élégance poétique ne pouvaient y rien contre la marée d'ambition qui montait dans les provinces. Les guerriers n'étaient plus satisfaits de rester dans l'ombre. Ils en avaient assez de protéger l'Empire tout en étant traités comme de simples outils. Un grand tournant s'est produit quand les conflits entre familles nobles sont devenus sanglants. Les querelles politiques de la cour ne se réglaient plus par de polis désaccords ou des exils, elles se terminaient par des batailles autour de la capitale. Les rébellions de Hogen et de Heiji, au XIIe siècle, ont ravagé Kyoto, transformant ses paisibles jardins en champs de guerre. Soudain, ce n'étaient plus les poètes ni les ministres qui décidèrent du destin du Japon, mais des hommes à cheval, cuirassés et armés, prenant parti pour le pouvoir et l'honneur. Ce moment fut décisif. Le palais impérial, jadis intouchable, avait vu couler le sang. Les guerriers qui s'y étaient abattus ont compris quelque chose de profond. Ils n'étaient pas seulement les serviteurs de la cour, ils étaient la véritable force qui faisait tenir le pays debout. Après des siècles passés à s'incliner devant les nobles, ils ont commencé à regarder le trône autrement. Le respect demeurait, mais une pensée silencieuse s'installait. Pourquoi pas nous? Le champ de bataille transforma tout le tissu social du Japon. Avant, le pouvoir reposait sur l'éducation, la lignée et le raffinement. Désormais, il dépendait du leadership, de la discipline et de la capacité à vaincre. Les familles qui se vantaient autrefois de leur ascendance commencèrent à craindre celles qui savaient commander des hommes et défendre des terres. Les samouraïs n'étaient plus seulement des soldats, ils devinrent propriétaires, chefs de village, percepteurs d'impôts. Le pouvoir ne se transmettait plus par la poésie, il se gagnait par le courage et la stratégie. Ce changement forgea aussi peu à peu l'identité des samouraïs. Le combat n'était plus seulement une question de survie, il se liait désormais à une cause. Ils restaient rudes, encore loin de l'image stoïque que l'on connaît aujourd'hui, mais leur sens du devoir et de la loyauté s'affirmait. L'honneur n'était pas encore une philosophie raffinée, mais il commençait à naître dans leur esprit. Protéger son seigneur, protéger sa terre et mourir avant de trahir cette confiance. Pendant ce temps, à Kyoto, la cour s'accrochait aux cérémonies, faisant semblant que tout restait sous contrôle. L'empereur continuait d'accomplir les anciens rituels, sans réaliser qu'au-delà des murs de la ville, ses ordres ne valaient presque plus rien. Les guerriers inventaient un nouveau langage du pouvoir, un langage fait d'alliances, de trahison et de sang. Les clans Minamoto et Taira prirent l'ascendant à cette époque, chacun prétendant protéger l'empereur, mais cherchant en secret à le remplacer comme véritable autorité du Japon. Leur rivalité allait bientôt éclater en une guerre totale. La guerre de Genpei, le conflit qui allait changer à jamais l'équilibre du pouvoir au Japon. Il ne s'agissait plus de servir la cour, il s'agissait de la devenir. Ainsi, des sols polis de Kyoto aux champs boueux des provinces lointaines, l'histoire du Japon passa de l'encre à l'acier. L'empereur portait toujours sa couronne, mais son ombre s'étendait désormais jusqu'aux champs de bataille, là où les véritables maîtres du pays émergeaient, épée après épée. Et c'est là que commence le chapitre suivant, quand le clan Minamoto sort de la brume de la guerre et revendique ce qu'aucun guerrier n'avait encore osé, le droit de gouverner le Japon lui-même, l'ascension du clan Minamoto. Toute grande puissance commence par une histoire, et celle du clan Minamoto naît de la vengeance, de l'honneur et d'un empire brisé. Bien avant de régner sur le Japon, il n'était aucune famille de guerriers parmi d'autres au service de la cour impériale. Ce qui les distinguait, c'était leur patience. Ils observaient, tandis que les nobles de Kyoto gaspillaient leur énergie dans la poésie et la soie, pendant que les terres, au-delà de la capitale, sombraient dans le chaos. Les Minamoto n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient des survivants, attendant le bon moment pour sortir de l'ombre. Leurs racines étaient profondes. Le clan affirmait descendre de l'empereur Seiwa, ce qui leur donnait du sang royal. Mais contrairement aux courtisans, ils vivaient et combattaient dans les provinces rudes, un monde de boue, de rébellion et de danger constant. Ce mélange étrange de noblesse et de dureté du champ de bataille les rendait à la fois respectés et redoutés. La cour les voyait comme de simples outils, mais les Minamoto se considéraient comme bien plus. Chaque bataille qu'ils menaient, chaque alliance qu'ils formaient, déplaçait lentement le centre du pouvoir loin de Kyoto et vers leurs épées. Au XIIe siècle, le Japon était divisé entre deux puissances montantes, les Minamoto et leurs rivaux, les Taira. Tous deux avaient des origines nobles, tous deux étaient puissants, et chacun croyait pouvoir protéger ou contrôler
l'empereur. Ce qui avait commencé par loyauté se transforma vite en rivalité, et les petites escarmouches devinrent guerre ouverte. La cour impériale ne pouvait plus les contenir. C'était comme regarder deux tempêtes se percuter, et au centre se trouvait l'idée fragile de l'autorité royale, vacillant sous le poids comme de l'ambition. La guerre de Genpei devint la scène de l'ascension des Minamoto, un conflit de 5 ans qui décida du destin du Japon. Ce n'était pas seulement une guerre d'armée, mais une guerre de personnalité. D'un côté, Taira no Kiyomori, fier et impitoyable, dirigeait la cour par la peur et les faveurs. De l'autre, Minamoto no Yoritomo, calme et stratégique, se battait non seulement pour la victoire, mais pour un nouveau type de pouvoir, fondé sur la force militaire, non sur la lignée noble. Yoritomo avait été exilé enfant, lorsque les Taira avaient écrasé les Minamoto, mais il avait survécu. Des années plus tard, quand le moment vint, il revint avec un but. Son leadership ne reposait pas sur l'héroïsme éclatant, mais sur une intelligence silencieuse. Au lieu de foncer dans la bataille, il bâtit des alliances, familles puissantes, guerriers locaux, et même moines, tous unis sous son commandement. Il avait compris ce que peu d'autres voyaient. Les épées seules ne pouvaient pas gouverner le Japon, mais la loyauté, si. Pendant ce temps, son jeune frère, Minamoto no Yoshitsune, devint le héros légendaire du clan, le guerrier brillant, presque tragique, dont le nom résonne encore dans l'histoire japonaise. Les tactiques de Yoshitsune étaient audacieuses, ses victoires poétiques. Il menait des assauts éclairs à travers rivières et montagnes, déjouant des armées bien plus grandes. Les deux frères incarnaient les deux moitiés de l'esprit samouraï, Yoritomo, le stratège, Yoshitsune, le cœur. Mais au cœur même de leur triomphe, la jalousie s'insinua. Le pouvoir a cette manière étrange de transformer même des frères en rivaux. Quand la guerre de Genpei prit fin, en l'an 1185, avec la victoire des Minamoto à la bataille de Dan-no-Ura, ce n'était pas qu'un triomphe militaire, c'était la mort d'une époque. Les Taira furent anéantis, et l'enfant empereur qu'ils protégeaient se noya dans la mer. L'ère du contrôle des nobles était terminée. Yoritomo revint, non comme serviteur de l'empereur, mais comme quelque chose de nouveau, le premier shogun du Japon. Il est difficile de mesurer ce que cela signifiait. Pour la première fois, le véritable pouvoir ne se trouvait plus à la cour de Kyoto, mais dans un quartier général militaire à Kamakura. L'empereur siégeait toujours sur son trône, mais il n'était plus qu'un symbole, une figure sacrée sans pouvoir réel. Les Minamoto avaient recréé un nouveau système, un gouvernement dirigé par des guerriers, où la loyauté, le devoir et la discipline comptaient plus que la naissance. Bien sûr, la paix ne vint pas facilement. Après la victoire, la méfiance déchira le clan Minamoto. Craignant la trahison, Yoritomo se retourna contre Yoshitsune, le frère même qui avait assuré son ascension. La chute de Yoshitsune devint l'une des histoires les plus marquantes du Japon, un rappel tragique que même les héros peuvent être détruits par le pouvoir et l'orgueil. Pourtant, malgré le sang et la douleur, les Minamoto avaient changé le Japon à jamais. Ils avaient prouvé que l'épée pouvait commander autant d'autorité que la couronne. Leur règne marqua le début d'un nouveau chapitre, le shogunat, un système qui durerait des siècles. Le monde des poèmes et des intrigues politiques avait laissé place à un monde d'armure et de commandement. Et bien que le règne des Minamoto ait été bref, leur influence façonna tout ce qui suivit, la structure du gouvernement, la philosophie de la loyauté et même la notion de vivre avec honneur. Leur ascension n'était pas seulement une conquête d'ennemis, c'était une redéfinition du pouvoir lui-même. À partir de là, le Japon ne serait plus jamais gouverné par les mains douces des courtisans, mais par la poigne ferme des guerriers qui croyaient que l'ordre venait non des mots, mais du tranchant d'une lame. Et dans la suite de cette histoire, cette lame trouve sa véritable forme, lorsque le shogunat de Kamakura prend racine et que le Japon entame sa longue marche à travers l'âge de l'épée. Le shogunat de Kamakura, le pouvoir derrière le trône. Quand Minamoto no Yoritomo devint le premier shogun du Japon en l'an 1192, ce n'était pas seulement une victoire, c'était une révolution silencieuse. Pour la première fois dans l'histoire du pays, l'empereur restait assis sur le trône, mais un autre tenait les rênes. Le pouvoir avait quitté les palais de marbre de Kyoto pour une ville côtière appelée Kamakura, un lieu de guerriers, non de poètes. De là, le shogun gouvernait au nom de l'empereur, mais tout le monde connaissait la vérité. Le Japon avait un nouveau maître. Yoritomo n'était pas un conquérant ordinaire. Il ne recherchait ni la gloire ni le luxe, il voulait le contrôle. Son règne ne visait pas à bâtir des monuments ou à accumuler les honneurs, mais à créer un système capable de lui survivre.
Il avait compris ce que l'ancienne cour impériale n'avait jamais su faire, protéger le peuple et maintenir l'ordre. Alors il mit en place son propre gouvernement, dirigé par des guerriers, fidèles non pas au titre ou aux lignées, mais à leur seigneur. Cette nouvelle structure fut appelée le Bakufu, littéralement « gouvernement de la tente », en référence aux tentes militaires utilisées sur le champ de bataille. Le nom disait tout. Le pouvoir ne résidait plus dans les palais, mais dans la discipline et la stratégie des soldats. Les samouraïs n'étaient plus de simples mercenaires. Ils devinrent la base du droit et de l'administration. Chaque région comptait désormais des intendants militaires, les jito, et des prévôts appelés shugo, nommés directement par le shogunat pour maintenir la paix, percevoir les impôts et surveiller les seigneurs locaux. Pour la première fois, le Japon avait un véritable gouvernement militaire, efficace, direct et fier de son autorité. Mais le règne de Yoritomo fut aussi marqué par la méfiance. Le pouvoir lui avait appris une leçon cruelle. Même les alliés peuvent devenir des menaces. Après avoir écrasé le clan Taira et unifié le pays, il se mit à douter de sa propre famille. Il voyait la trahison dans chaque ombre, surtout chez son demi-frère Yoshitsune, le héros de guerre qui avait rendu son ascension possible. Cette suspicion conduisit à la mort tragique de Yoshitsune, une blessure qui marqua à jamais la lignée des Minamoto. C'était comme si l'ordre ne pouvait exister qu'au prix de la loyauté et du sang. Lorsque Yoritomo mourut en 1199, son système ne s'effondra pas, mais il commença à se déformer. Sa femme, Hojo Masako, prit la relève dans le vide politique qu'il laissa. Ce n'était pas une veuve ordinaire. Plus tard surnommée la non-shogun, elle se rasa la tête et entra dans un monastère, mais qu'on ne s'y trompe pas. Elle gouverna dans l'ombre avec plus de talent que la plupart des hommes de son temps. Sous sa direction et celle de sa famille, le clan Hojo prit le contrôle en tant que shiken, des régents qui gouvernaient au nom des shoguns, devenus eux-mêmes de simples figures symboliques. Ainsi, le shogunat de Kamakura ne fut pas seulement le règne d'un homme, c'était un système d'influence caché, en constante évolution. L'empereur servait de symbole, le shogun de façade. Mais les Hojo étaient les mains qui tiraient les ficelles. Le Japon était devenu une nation dirigée par des couches successives de pouvoir, et plus on descendait dans ces couches, plus l'air devenait froid. Pourtant, sous cette structure, le pays se stabilisa. Les routes devinrent plus sûres, le commerce prospéra, et la justice, bien que sévère, était claire. La classe des samouraïs s'épanouit. Pour la première fois, les guerriers ne vivaient pas uniquement pour la guerre, ils gouvernaient aussi. Ils administraient la loi, réglaient les différends et supervisaient les terres. L'honneur ne se mesurait plus seulement à la bravoure au combat, mais aussi à la façon de gouverner. Cet équilibre entre l'épée et la plume devint l'essence même de la voie du samouraï. Mais la paix ne reste jamais immobile bien longtemps. La période de Kamakura dut affronter des défis qui mirent à l'épreuve tout ce que le shogunat avait construit, y compris des invasions qui allaient marquer l'identité japonaise pour des siècles. Quand les Mongols arrivèrent à la fin du XIIIe siècle, porteurs de la puissance de l'empire de Kubilai Khan, le Japon fut forcé de se dresser uni, et contre toute attente, il y parvint. Les tempêtes qui détruisirent les flottes mongoles furent vues comme une intervention divine, les kamikazes, les vents divins. Il semblait que le ciel lui-même protégeait le shogunat. Mais cette protection eut un prix caché. Les guerres ruinèrent l'économie, et comme il n'y avait plus de terres à distribuer en récompense, de nombreux samouraïs devinrent pauvres et frustrés. La loyauté qui cimentait le système commença à se fissurer. Les régents Hojo resserrèrent leur emprise, mais leur autorité reposait sur d'anciennes promesses qui ne satisfaisaient plus leurs guerriers. Au début du XIVe siècle, les premières fissures apparurent. L'empereur, réduit au silence depuis des générations, recommença à rêver de reconquérir son pouvoir. Il n'était plus qu'une question de temps avant que ce rêve ne se transforme en rébellion et que le shogunat de Kamakura découvre que l'épée tranche dans les deux sens. Pourtant, l'héritage de Kamakura demeure. Ce fut la première fois que le Japon apprit à être gouverné par la discipline plutôt que par la lignée, par la structure plutôt que par la cérémonie. Il posa les fondations de tout ce qui suivit pour les Ashikaga, les Tokugawa et chaque shogunat à venir. L'empereur portait peut-être la couronne, mais à partir de Kamakura, tout le monde savait où résidait le vrai pouvoir, derrière le trône, dans les mains de ceux qui manièrent l'épée. Et bientôt, cette épée allait connaître son épreuve la plus dure, quand la loyauté, la foi et l'honneur s'affronteraient dans l'âge qui suivit, forçant l'esprit des samouraïs à se redéfinir une fois encore.
La chute de Kamakura, trahison et lignée de sang. Au début du XIVe siècle, le fier shogunat de Kamakura, autrefois symbole inébranlable du pouvoir des samouraïs, commençait à s'effondrer de l'intérieur. Il avait survécu aux invasions étrangères, aux rébellions et aux famines. Mais cette fois, le danger ne venait pas de l'extérieur du Japon. Il grandissait silencieusement au cœur même de ses murs. La chute du shogunat de Kamakura ne fut pas soudaine. Ce fut un lent effilochement de loyauté, d'ambition et de lignée, le genre de déclin qui n'arrive que lorsque chacun commence à croire qu'il pourrait mieux régner que celui qui le précède. Après les invasions mongoles, les samouraïs s'étaient battus avec courage, s'attendant à de riches récompenses. Mais il n'y avait aucun butin à partager, les envahisseurs n'avaient rien laissé derrière eux. Les guerriers qui avaient défendu le Japon se retrouvèrent sans récompense, amers et agités. Le clan Hojo, qui gouvernait en tant que régent au nom du shogun, tenta de maintenir l'ordre, mais leur emprise faiblissait. Le shogunat, autrefois symbole d'unité des samouraïs, s'était transformé en un réseau de rancunes et de trahisons silencieuses. Pendant ce temps, loin à Kyoto, la cour impériale bouillonnait de frustration. L'empereur, en théorie toujours le dirigeant du Japon, n'était plus qu'une figure symbolique. Le vrai pouvoir appartenait au shogun depuis plus d'un siècle. Mais un empereur, Go-Daigo, décida qu'il en avait assez de vivre dans l'ombre des guerriers. Il rêvait de restaurer le pouvoir impérial et de reprendre le Japon aux mains des samouraïs. Go-Daigo n'était pas du genre à accepter son sort en silence. En l'an 1331, il commença secrètement à comploter contre le shogunat de Kamakura. Mais ses plans furent découverts, et il fut capturé puis exilé sur une île lointaine. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais ce ne fut pas le cas. Tel un héros de légende, Go-Daigo s'échappa de l'exil, rassembla des alliés et lança une rébellion qui allait changer à jamais le destin du Japon. Parmi ceux qui le rejoignirent se trouvait un homme nommé Ashikaga Takauji, un général brillant issu de l'une des familles de samouraïs les plus puissantes du pays. Takauji fut envoyé par le shogunat pour écraser la rébellion de l'empereur, mais quelque chose en lui changea. Était-ce l'ambition, la désillusion? Quelle qu'en soit la raison, il changea de camp et se battit aux côtés de l'empereur. Cet acte unique de trahison fit s'effondrer les fondations du régime de Kamakura. Les forces impériales, désormais renforcées par la puissance de Takauji, marchèrent sur Kamakura. Le clan Hojo, autrefois maître incontesté du trône de l'ombre, se retrouva acculé. En l'an 1333, Kamakura brûla. Les Hojo savaient qu'il n'y avait pas d'échappatoire, et plutôt que de se rendre, ils choisirent de périr dans les flammes avec leurs familles et leurs partisans. Ce n'était pas seulement la fin d'un gouvernement, c'était la mort d'une ère. Pendant un court instant, il sembla que l'empereur Go-Daigo avait gagné. Il retourna triomphalement à Kyoto, restaurant le pouvoir impérial dans ce qu'on appela la restauration de Kenmu. Le rêve de l'ancien ordre impérial reprit vie. Mais les rêves durent rarement longtemps dans le monde des samouraïs. Go-Daigo découvrit vite que gouverner des guerriers n'était pas la même chose que diriger des courtisans. Son idéalisme se heurta au pragmatisme dur et réaliste d'hommes comme Takauji, qui attendaient des récompenses et des honneurs. Quand ces récompenses ne vinrent pas, Takauji se retourna une fois de plus, cette fois contre l'empereur qu'il avait aidé à rétablir. Il marcha sur Kyoto, força Go-Daigo à l'exil une nouvelle fois, et proclama son propre shogunat, le shogunat Ashikaga ou de Muromachi. Le pouvoir venait encore de changer de main, mais la leçon restait la même. Dans le monde des samouraïs, la loyauté avait ses limites. Mais l'ambition n'en avait aucune. La chute de Kamakura ne fut pas seulement un effondrement politique. Elle marqua la fin du premier véritable gouvernement samouraï, bâti sur le devoir, la loyauté et l'honneur martial, des idéaux désormais déformés par le poids du pouvoir réel. Le sang qui imbiba la terre de Kamakura devint le socle d'un nouveau Japon. Un pays désormais gouverné autant par la ruse que par le courage. Ainsi, l'époque qui avait commencé sous le signe du Bushido et de l'unité se termina dans la trahison et les lignées de sang, un rappel que tout empire, aussi discipliné soit-il, finit toujours par tourner son épée contre lui-même. Le shogunat Ashikaga, un empire en morceaux. Quand la poussière retomba après la chute de Kamakura, le Japon tourna les yeux vers Ashikaga Takauji, l'homme qui avait transformé la rébellion en opportunité, comme son nouveau dirigeant. En l'an 1336, il établit un nouveau gouvernement à Kyoto, appelé le shogunat Ashikaga ou Muromachi. Sur le papier, c'était un nouveau départ,
une chance de reconstruire l'unité après des années de guerre et de trahison. Mais en réalité, c'était le début d'une longue époque incertaine, où le pouvoir ne cessait de changer de main et où la loyauté n'était souvent qu'un mot pratique. Contrairement au shogunat de Kamakura dirigé d'une main ferme par l'ordre militaire, le système Ashikaga était bien plus fragile, à moitié cour, à moitié gouvernement guerrier, entièrement compromis. Takauji n'était pas seulement un guerrier, c'était aussi un politicien, cherchant à équilibrer les exigences de l'empereur, des clans samouraïs et de l'aristocratie ancienne. Le résultat fut un gouvernement qui paraissait fort à l'extérieur, mais se fissurait sans cesse à l'intérieur. Le règne de Takauji commença dans le chaos. L'empereur Go-Daigo refusa d'admettre sa défaite et s'enfuit vers le sud, où il établit sa propre cour rivale à Yoshino. Pendant près de 60 ans, le Japon vécut avec 2 lignes impériales concurrentes, l'une à Kyoto, sous le contrôle des Ashikaga, et l'autre au sud, prétendant à la véritable légitimité impériale. Cette période fut appelée Nanboku-sho, ou l'ère des cours du Nord et du Sud. Un temps où le Japon était divisé non seulement par les épées, mais aussi par la légitimité. Ce n'est qu'en l'an 1392 que les 2 cours furent finalement réunis sous l'autorité des Ashikaga. Mais le mal était fait. Le pouvoir du shogunat était devenu plus symbolique que réel. Les seigneurs provinciaux, appelés daimyo, s'étaient se renforcer dans leur propre domaine, levant des impôts, entraînant des armées et gouvernant presque en toute indépendance. Les shoguns Ashikaga se retrouvaient souvent plus médiateurs que dirigeants, tentant de maintenir un empire qui ne voulait plus être maintenu. Pourtant, la période Ashikaga ne fut pas seulement un temps de déclin, elle fut aussi un âge d'extraordinaire raffinement. Les shoguns, surtout Ashikaga Yoshimitsu, firent de Kyoto un phare de beauté et de culture. Yoshimitsu fit construire le célèbre Kinkakuji, le pavillon d'or, symbole éclatant d'élégance et de pouvoir. Le bouddhisme zen prospéra, influençant l'architecture, la peinture à l'encre, les jardins de pierre des temples et la grâce silencieuse de la cérémonie du thé. Sous cette élégance, pourtant, le sol commençait à se fissurer. Chaque génération apportait de nouvelles rivalités, trahisons et luttes de pouvoir. Les seigneurs provinciaux gagnèrent tant d'indépendance qu'au XVe siècle, le shogunat perdit presque tout contrôle. Le pays glissa peu à peu vers le chaos ouvert. Le point de rupture arriva avec la guerre d'Onin, en l'an 1467. Un conflit civil si dévastateur que Kyoto brûla et ne s'en remit jamais complètement. La guerre commença par une querelle de succession au sein même de la lignée Ashikaga, mais s'étendit bientôt à tout le pays. De puissants clans, comme les Hosokawa et les Yamana, transformèrent la capitale en champ de bataille, tandis que le shogun, Ashikaga Yoshimasa, se montra incapable d'y mettre fin. Lorsque les combats cessèrent, 10 ans plus tard, le Japon était tombé en morceaux, morcelé entre des seigneuries rivales. L'autorité du shogunat ne tenait plus qu'à un nom, et l'ère du Sengoku, la période des provinces en guerre, venait de commencer. Et pourtant, il y a quelque chose de presque poétique dans l'époque Ashikaga. C'était un temps où la destruction et la beauté coexistaient, où un samouraï pouvait incendier une ville un jour et écrire un poème le lendemain. L'empire était en fragments, mais il donna naissance à certaines des plus grandes expressions artistiques et philosophiques du Japon. En fin de compte, le shogunat Ashikaga fut moins un empire de contrôle qu'un empire d'illusion, un équilibre fragile entre puissance et effondrement. Les shoguns régnaient depuis des palais dorés pendant que les provinces brûlaient, essayant de retenir un rêve qui leur glissait déjà entre les doigts. L'ère Ashikaga commença avec l'ambition et se termina en cendres. Mais de ces cendres allait surgir un nouveau Japon, forgé non par l'unité, mais par le feu des guerres sans fin. Tokugawa Ieyasu, la paix après la tempête. Lorsque Toyotomi Hideyoshi mourut, le Japon se retrouva à un carrefour. Le pays était enfin uni, mais seulement grâce à la volonté d'un homme extraordinaire, et cet homme n'était plus. Le pouvoir, une fois de plus, était à prendre. Parmi les généraux que Hideyoshi avait laissés derrière lui, un nom s'éleva au-dessus des autres, Tokugawa Ieyasu. Calme là où d'autres étaient en fougueux, patient là où d'autres étaient impulsifs, Ieyasu n'était pas le genre de chef à se précipiter pour obtenir ce qu'il voulait. Il attendait, observait, jusqu'à ce que le moment soit juste. Et lorsqu'il décida enfin d'agir, le Japon ne fut plus jamais le même. Tokugawa Ieyasu naquit en 1543, en plein chaos du Sengoku Jidai, l'âge des États en guerre. Dès l'enfance,
il apprit que survivre demandait autant de force que de finesse. Enlevé et gardé en otage par des clans rivaux, il grandit parmi ses ennemis et comprit très tôt que la confiance était un luxe dangereux. Mais il y apprit aussi la patience, un art qu'il maîtriserait mieux que tout autre seigneur samouraï. Devenu adulte, Ieyasu s'allia à Oda Nobunaga, qu'il servit fidèlement durant ses campagnes d'unification du Japon. Après la mort de Nobunaga, il forma une alliance tendue mais pragmatique avec Toyotomi Hideyoshi. Tous deux voulaient la même chose, la paix et la stabilité. Mais Ieyasu n'oublia jamais que le pouvoir d'Hideyoshi reposait sur le charisme et la chance. Le sien, croyait-il, viendrait de l'ordre et de la persévérance. Quand Hideyoshi mourut en 1598, la paix du Japon ne tenait plus qu'à un fil. Le jeune fils d'Hideyoshi, Hideyori, était trop petit pour régner, et le conseil de généraux chargé de le protéger commença à se diviser. Les vieilles rivalités refirent surface, et Ieyasu commença à manœuvrer en silence, forgeant des alliances, gagnant des loyautés et attendant son heure. Il ne s'empara pas du pouvoir par la force tout de suite. Il se contenta de se placer de façon à ce que, lorsque la tempête éclaterait, il soit celui qui resterait debout. Cette tempête arriva en l'an 1600, la bataille de Sekigahara. Ce fut l'affrontement décisif qui déterminerait qui régnerait sur le Japon. D'un côté se trouvaient Ieyasu et ses alliés de l'Est. De l'autre, la coalition de l'Ouest, fidèle à l'héritage d'Hideyoshi. La bataille fut immense, chaotique et marquée par la trahison. La patience d'Ieyasu finit par payer. Plusieurs généraux ennemis changèrent de camp en plein combat, renversant le cours de la bataille. Quand la poussière retomba, Ieyasu en sortit vainqueur. L'ère des guerres incessantes venait de prendre fin. 3 ans plus tard, en 1603, l'empereur le nomma officiellement Sei Taishogun, shogun du Japon. Un titre que beaucoup avaient rapporté avant lui, mais qu'aucun n'avait conservé avec autant de solidité. Ieyasu déplaça sa capitale à Edo, un petit village de pêcheurs qui deviendrait plus tard Tokyo, et posa les fondations d'une paix qui durerait plus de 250 ans, la période d'Edo. Ce qui rendait Ieyasu différent des seigneurs de guerre qui l'avaient précédé, ce n'était pas son ambition, mais sa retenue. Il ne cherchait pas la conquête infinie, il cherchait le contrôle. Sa vision de la paix n'était pas celle de la liberté, mais celle de la stabilité. Il réorganisa le Japon en une hiérarchie stricte. Samouraïs, paysans, artisans et marchands, chacun à sa place. Les daimyo, seigneurs féodaux, purent continuer à gouverner leur domaine, mais furent obligés de passer une année sur 2, à Edo, sous l'œil attentif du shogun, un système appelé Sankin Kotai. C'était ingénieux, presque manipulateur, car cela garantissait qu'aucun seigneur ne devienne trop puissant. Sous ses successeurs, les contacts avec l'étranger furent illimités, et le christianisme, qui s'était largement répandu sous Nobunaga et Hideyoshi, fut bientôt interdit. Le Japon se referma sur lui-même, se coupant du tumulte du monde extérieur. Cette isolation, souvent critiquée plus tard, apporta pourtant 2 siècles de paix et d'épanouissement culturel. Les villes grandirent, l'art prospéra, et les samouraïs se transformèrent en administrateurs et en érudits. Cependant, sous cette tranquillité, le règne d'Ieyasu ne fut pas sans cruauté. Il écrasa impitoyablement toute opposition et considérait toute dissidence comme une trahison. La famille Toyotomi, le sang d'Hideyoshi, fut finalement anéantie lors du siège d'Osaka en 1615, un événement qu'Ieyasu ordonna dans ses dernières années pour éliminer la dernière menace à sa dynastie. Celui qui avait jadis servi Hideyoshi s'assura que sa propre famille, les Tokugawa, ne connaîtrait jamais le même sort. Tokugawa Ieyasu mourut plus tard cette même année, à l'âge de 73 ans. Mais son rêve avait déjà pris racine. Il laissa derrière lui un gouvernement si solide, si minutieusement conçu, qu'il durerait jusqu'en 1868, bien après sa mort, bien après que l'épée ait perdu sa place dans la vie japonaise. Sa devise résumait parfaitement l'homme. L'homme fort est celui qui sait attendre. Il ne se précipitait pas dans les batailles, il bâtissait des systèmes. Il ne détruisait pas ses ennemis, il les surpassait par le temps. Dans le chaos né du feu de Nobunaga et du génie d'Hideyoshi, Ieyasu apporta le silence, le genre de paix qui dure. Tokugawa Ieyasu n'était peut-être pas le plus flamboyant des 3 grands unificateurs, mais c'est lui qui termina l'histoire. La paix qu'il forgea après la tempête des siècles marqua le Japon pour des générations. Une paix née non de la victoire, mais de la discipline.
de la patience et de la volonté inébranlable d'un homme qui savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la conquête, mais dans la maîtrise. L'air et d'eau. Les samouraïs. Sans guerre. Pendant des siècles, les samouraïs avaient vécu et étaient morts par l'épée. L'honneur, la bataille et la loyauté formaient les piliers de leur monde, leur raison d'exister. Mais quand Tokugawa Ieyasu apporta la paix au Japon au début du XVIIe siècle, quelque chose d'étrange se produisit. Les guerres cessèrent, l'ennemi disparut, et soudain, une classe entière de guerriers se retrouva sans champ de bataille. La période d'Edo allait durer plus de 250 ans, une ère de paix, d'ordre et de beauté, mais pour les samouraïs, ce fut aussi une ère de calme confusion. Imaginez passer toute une vie à vous préparer pour la guerre, à maîtriser l'art du sabre, la stratégie et même la mort, pour vous réveiller un jour et découvrir qu'il n'y a plus personne à combattre. C'était la réalité de milliers de samouraïs après la bataille de Sekigahara. Le shogunat Tokugawa avait unifié le Japon et enfermé le pays dans une paix rigide. Les armes furent restreintes, les rébellions écrasées, et toute étincelle de désordre immédiatement étouffée. La terre, autrefois inondée de sang, était désormais tranquille, mais cette tranquillité avait un prix. La classe des samouraïs resta au sommet de la société en titre, mais son rôle changea profondément. Ils devinrent administrateurs, érudits et fonctionnaires. Leurs sabres, autrefois instruments de mort, devinrent des symboles de rang et d'honneur. Les deux lames, le katana et le wakizashi, prirent une valeur plus cérémonielle que pratique, représentant la discipline et la vertu morale plutôt que la guerre. Le champ de bataille s'était déplacé vers l'intérieur, dans l'esprit et l'âme. Cette paix durable fit naître quelque chose d'inattendu, un raffinement de l'identité du samouraï. Le code du Bushido, jadis centré sur le courage et la mort, évolua vers une philosophie d'intégrité, de devoir et de retenue. Les samouraïs devaient désormais vivre non comme des tueurs, mais comme des exemples moraux. Leur loyauté envers leur seigneur ne se prouvait plus par le combat, mais par l'obéissance et le service. Un vrai samouraï se mesurait non à ses victoires, mais à la façon dont il maintenait la discipline et l'honneur dans la paix. Mais tous ne s'adaptèrent pas facilement. Beaucoup de samouraïs de rang inférieur, dépendant des pensions de leur seigneur, eurent du mal à subsister. La longue paix signifiait moins de récompenses, et leurs revenus ne suffisaient plus. Certains prirent des emplois secondaires comme professeurs, comptables ou gardes. D'autres devinrent des ronins, des samouraïs sans maître, errant dans le Japon sans but ni solde. Les plus célèbres furent les 47 ronin, qui vengèrent la mort de leur seigneur dans un acte de loyauté légendaire, devenu le symbole même du Bushido. Mais pour chaque histoire d'honneur, il existait bien plus de récits de solitude et de résignation silencieuse. Pourtant, la période d'Edo ne fut pas une époque figée. Avec la paix vinrent la prospérité et la culture. Les routes furent construites, les villes grandirent et le commerce prospéra. L'art s'épanouit, des estampes au théâtre kabuki, de la poésie à la cérémonie du thé. Les samouraïs, autrefois redoutés pour leurs sabres, devinrent les mécènes de César. Leur sens de la précision, du rituel et de la maîtrise de soi trouva une nouvelle expression dans la calligraphie, la peinture et la philosophie. Le zen continua de façonner leur esprit, la méditation silencieuse remplaçant le tumulte du combat. On pourrait dire que les samouraïs d'Edo devinrent des guerriers de la structure, des défenseurs du système plutôt que des combattants sur le terrain. Leur loyauté envers le shogunat Tokugawa maintenait la politique d'isolement du Japon, tenant à distance les influences étrangères. Les navires venus d'ailleurs étaient refoulés et les échanges avec le monde extérieur strictement limités. Tandis que l'Europe s'embrasait de révolution et d'industrialisation, le Japon choisit la stabilité plutôt que le progrès. Le paradoxe des samouraïs d'Edo, c'est qu'ils vivaient avec l'esprit du guerrier dans un monde qui n'avait plus besoin de guerre. Ils portaient des sabres qu'ils ne pouvaient plus utiliser et servaient une paix qu'ils n'avaient pas choisie. Au fil des générations, leur identité devint plus symbolique, plus liée à la discipline qu'au danger. L'idéal du Bushido prit une allure presque poétique, un rêve du passé, préservé dans l'encre et le rituel. Mais sous ce calme apparent, les fissures pires se creusaient. Le poids économique sur les familles de samouraïs devint de plus en plus lourd. Les marchands, autrefois considérés comme la classe la plus basse, accumulaient discrètement richesse et influence grâce au commerce, tandis que de nombreux samouraïs s'endettaient. Leur fierté se heurtait à la réalité.
Comment un guerrier pouvait-il emprunter de l'argent à un commerçant qu'il était censé mépriser? Pourtant, beaucoup le firent, avalant leur orgueil pour survivre. Au milieu du XIXe siècle, le monde changeait plus vite que le Japon ne pouvait le repousser. Lorsque les navires occidentaux apparurent à l'horizon, armés de canons et de traités commerciaux, les samouraïs se retrouvèrent désarmés, leurs sabres sans pouvoir face aux fusils et à la diplomatie. La période d'Edo, avec toute sa grâce et son ordre, avait construit une paix trop parfaite pour durer. Elle avait préservé la beauté et la discipline, mais avait aussi figé le progrès. Et pour les samouraïs, cette paix qui avait d'abord semblé une bénédiction devint lentement le crépuscule de leur monde. Pendant plus de 2 siècles, ils avaient gardé un Japon sans guerre, une étrange victoire pour une classe née pour le combat. Les samouraïs d'Edo prouvaient qu'il faut parfois une autre forme de courage pour vivre en paix. La force de garder un but, même quand l'épée doit rester au fourreau. Les samouraïs dans la mémoire et le Japon moderne. Même si la classe des samouraïs a disparu depuis plus d'1 siècle, leur esprit, lui, n'a jamais quitté le Japon. Les épées ont été rangées, les châteaux sont silencieux, et l'ère des seigneurs féodaux s'est éteinte. Pourtant, les samouraïs continuent de vivre dans la mémoire, la culture et la vie quotidienne. Du cinéma aux arts martiaux, des festivals à la philosophie, l'héritage de la classe guerrière reste bien vivant, façonnant encore aujourd'hui la manière dont le Japon moderne se perçoit et regarde le monde. Les samouraïs ont laissé derrière eux bien plus que des armes, ils ont laissé des idées. Le Bushido, le code de l'honneur, est sans doute leur héritage le plus durable. Ces principes, loyauté, courage, discipline et maîtrise de soi, influencent toujours les affaires, l'éducation et la conduite sociale au Japon. De nombreuses entreprises s'en inspirent, valorisant l'esprit d'équipe, la persévérance et l'intégrité, des valeurs autrefois indispensables sur le champ de bataille. Même au-delà du Japon, le Bushido a inspiré écrivains, philosophes et maîtres d'arts martiaux à travers le monde. Les arts martiaux constituent un autre lien vivant. Le kendo, l'iaido et le judo trouvent tous leurs racines dans l'entraînement des samouraïs. Les pratiquer aujourd'hui ne sert pas à se préparer à la guerre, mais à cultiver la discipline, le respect et le développement personnel. Chaque kata, chaque frappe, chaque rituel porte en lui un écho du passé, rappelant que la vie du samouraï n'était pas seulement faite de combat, mais d'un combat intérieur pour la maîtrise de soi. La culture populaire a, elle aussi, embrassé l'image du samouraï tantôt sérieusement, tantôt avec légèreté. Les films, les romans et les animes les présentent souvent comme des héros d'honneur, de stratégie et de courage, romantisant leur lutte, tout en explorant leur humanité. Même les musées, les sites historiques et les reconstitutions permettent au public de revivre des fragments de cette époque. Essayer une armure, assister à une démonstration de sabre, autant de façons de faire revivre l'histoire tangible et vibrante. Mais la mémoire des samouraïs ne se limite pas à la nostalgie ou au divertissement. Les sites historiques, les châteaux et les villages préservés offrent au Japon moderne une occasion de réfléchir à cette ère d'honneur et d'épée. Des lieux comme le château de Himeji ou les quartiers de l'époque Edo à Kanazawa donnent un aperçu du monde des samouraïs, tandis que des festivals comme le Jidai Matsuri à Kyoto font défiler le passé au cœur du présent. Ces célébrations ne sont pas que des spectacles, elles relient les communautés à une histoire commune, faite de résilience, d'art et de discipline. Même dans la vie quotidienne, les idéaux samouraïs persistent discrètement. Le respect de la hiérarchie, le sens du rituel, l'attention méticuleuse aux détails, toutes ces valeurs, héritées de la société des samouraïs, demeurent profondément ancrées dans la culture japonaise. La ponctualité, la politesse dans les salutations et le dévouement au travail sont les échos modernes d'un temps où la discipline pouvait signifier la vie ou la mort. Les samouraïs ne portent plus de sabre, mais leur influence se ressent encore dans la manière dont on aborde l'honneur, le devoir et la responsabilité. Les samouraïs occupent aussi une place complexe dans la mémoire collective. On se souvient d'eux à la fois comme de féroces combattants et comme d'êtres capables de stratégie, de créativité et de réflexion morale. Leur vie n'était pas une simple épopée héroïque. Elle mêlait intrigues politiques, sacrifices personnels et dilemmes éthiques. Le Japon moderne reconnaît cette complexité, voyant en eux non seulement des guerriers, mais des symboles d'équilibre, du courage allié à la sagesse, de la discipline unie à l'humanité. À l'échelle mondiale, les samouraïs continuent de fasciner. Du cinéma hollywoodien à la littérature occidentale, ils sont devenus des archétypes de discipline, de maîtrise et de code moral. L'image du samouraï solitaire,
calmes face à l'adversité, fidèles à l'honneur, parlent à tous. Même si le monde qu'ils ont connu a disparu, leur archétype survit, reliant les cultures et les siècles. En fin de compte, les samouraïs vivent encore, dans la mémoire et dans la pratique, parce qu'ils incarnent une aspiration humaine intemporelle, vivre avec courage, droiture et sens du devoir. Dans le Japon d'aujourd'hui, qu'il s'agisse des dojos, des salles de classe, des entreprises ou des festivals culturels, leur esprit demeure. Les épées sont rengainées, les châteaux silencieux, mais les idéaux des samouraïs, l'honneur, la discipline et la loyauté, continuent de façonner une société qui avance vers l'avenir sans oublier son passé. Les samouraïs appartiennent peut-être à l'histoire, mais leur histoire, elle, est loin d'être terminée. Dans la mémoire, la culture et la vie quotidienne, ils restent bien vivants, rappelant au Japon et au monde ce que signifie vivre avec honneur, même en temps de paix. Mythe et réalité, l'image éternelle du samouraï. Quand on pense aux samouraïs, on imagine souvent des guerriers intrépides fonçant dans la bataille, leurs lames scintillant, leur honneur brillant plus fort que le soleil. Les films, les romans et les animes les ont dépeints comme des héros stoïques, vivant et mourant selon le Bushido, le code suprême de loyauté et de courage. Mais la vérité, comme toujours, est plus nuancée. Les samouraïs étaient des êtres humains, vivant des vies complexes, façonnées par la politique, la société et les circonstances. Et pourtant, l'image qui perdure dans notre imagination est devenue presque éternelle, un mélange de faits et de légendes qui continue de fasciner le monde. En réalité, les samouraïs n'étaient pas tous des héros nobles ou des guerriers invincibles. Beaucoup étaient des bureaucrates, des collecteurs d'impôts ou des administrateurs, surtout pendant la longue période d'Edo, lorsque le Japon connut la paix. Certains étaient de brillants stratèges, d'autres de simples opportunistes. Certains se battaient avec courage, d'autres évitèrent le danger dès qu'ils le pouvaient. Les samouraïs étaient humains, avec leurs ambitions, leurs peurs, leur orgueil et leurs faiblesses, comme tout le monde. Leurs vies étaient régies par la hiérarchie et la loyauté, et souvent leurs choix étaient dictés davantage par la survie et la politique que par les idéaux qu'on leur prête aujourd'hui. Pourtant, le mythe possède une force que la réalité égale rarement. Les récits de batailles légendaires, de victoires miraculeuses et de loyauté indéfectible ont élevé les samouraïs au rang de figures quasi divines. Des histoires comme celle des 47 Ronin qui vengèrent la mort de leur seigneur des années après les faits illustrent les idéaux dramatiques du Bushido. On disait que les épées abritèrent des esprits, que les armures protégeaient non seulement le corps mais aussi l'âme, et que la vie d'un samouraï était une épreuve constante de courage et d'honneur. Même les exagérations finirent par faire partie du tissu culturel, créant un archétype qui transcenda l'histoire réelle. Une grande partie de ce mythe fut d'ailleurs soigneusement entretenue. Les familles de samouraïs consignaient les exploits héroïques, les artistes peignaient des batailles spectaculaires et les conteurs amplifiaient les récits pour inspirer la loyauté et la fierté. Avec le temps, ces histoires se mêlèrent à la philosophie, à la religion et à l'esthétique, transformant les samouraïs en symboles autant qu'en figures historiques. Ils n'étaient plus seulement des guerriers, ils devinrent des guides moraux, des icônes culturelles et des modèles de discipline personnelle. Le mythe servait la société en offrant des idéaux à suivre, même lorsque la réalité ne pouvait les égaler. Cette fusion entre mythe et réalité a aussi façonné la vision moderne du Japon. Dans les films, la littérature ou les médias du monde entier, les samouraïs représentent souvent un univers moral, calme face à l'adversité, disciplinés dans l'action et dévoués à un code supérieur à eux-mêmes. L'épée devient métaphore, l'armure symbole, et le samouraï solitaire une figure de courage et d'intégrité face à l'impossible. Cette image touche le monde entier, car elle incarne des qualités humaines universelles, même si elle simplifie l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est que les mythes et la réalité des samouraïs ne s'opposent pas toujours, ils se complètent souvent. La discipline, l'honneur et la maîtrise célébrée par les légendes reposaient sur un entraînement, une philosophie et une structure sociale bien réelle. Les histoires ne faisaient qu'amplifier ce qui existait déjà, créant un récit durable, même lorsque les détails se brouillaient. La vie des samouraïs était souvent désordonnée, politique et brutale, mais les mythes en capturent l'essence, ce qu'ils aspiraient à être, même s'ils échouaient parfois à l'incarner. Aujourd'hui, les samouraïs existent à la fois
comme faits historiques et comme légendes culturelles. Leurs armures Skibiworm sont conservées dans les musées, leurs épées dans des collections et leurs écrits dans les archives. En même temps, leur image continue de vivre dans les films, les animes, les arts martiaux et l'imaginaire collectif. Les enfants japonais grandissent en entendant leurs histoires de courage et d'honneur. Les spectateurs du monde entier admirent leur discipline et leur mystère. Les samouraïs sont devenus intemporels, un symbole reliant les siècles, les continents et les cultures. L'image éternelle du samouraï nous rappelle quelque chose d'universel, le désir humain de vivre avec sens, courage et intégrité. Que ce soit dans le chaos du Japon féodal ou dans la tranquillité du monde moderne, les samouraïs perdurent, non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans notre imagination. Mythe et réalité s'entrelacent, créant un héritage à la fois vrai et transcendant, rappelant que les idéaux peuvent même survivre bien au-delà des batailles les plus féroces. Les samouraïs étaient humains, les samouraïs étaient légendes, et c'est dans cette union que réside leur puissance éternelle, une figure à la fois réelle et mythique, dont l'histoire continue d'inspirer, longtemps après que l'épée a été rangée.